Merci beaucoup Mireille pour cette introduction. Je vais essayer de vous dire de vous présenter un certain nombre d'éléments juridiques et quelques analyses. Je voudrais vous dire très sincèrement que je suis vraiment heureuse de pouvoir m'exprimer ici, parce que bon, c'est pas très facile de s'exprimer publiquement ou en colloque depuis le 7 octobre, donc j'ai accepté vraiment sans aucune réserve et avec grande joie l'invitation de la FPS. Et puis je salue aussi la revue Orient 21, Alain Grèche et Sarah Grira qui m'ont permis d'écrire quelques articles pendant cette période où là aussi c'était un peu difficile d'écrire de manière libre, ce que j'ai pu faire dans Orient 21. D'ailleurs, ce que je vais dire aujourd'hui, beaucoup de choses sont dans les articles, donc si c'est un peu obscur, vous pourrez toujours, ce que je n'espère pas, vous pourrez toujours aller les consulter. Il y a à peu près 6 articles de présentation des aspects juridiques. Je vais essayer de vous présenter, de revenir sur ces différents moments des interventions judiciaires depuis le 7 octobre, et puis d'évoquer in fine la question du terrorisme. Donc comme vous le savez, le début de l'année 2024 a été très intense en termes d'actualité judiciaire relative à la Palestine, puisque nous avons eu l'actualité de la Cour internationale de justice, celle de la Cour pénale internationale, qui sont deux institutions très différentes. Une autre question est celle, je pense peut-être plus intéressante encore pour vous, est celle de l'utilisation que l'on peut faire de cette actualité judiciaire dans un objectif militant. On peut dégager une première réponse en ce sens que les ordonnances qui ont été adoptées, je vais y revenir bien sûr, par la Cour internationale de justice, de même que la procédure consultative dont on a entendu, qui a permis d'avoir des audiences en février 2024, la procédure consultative devant la Cour internationale de justice, les annonces de la Cour pénale internationale, enfin du procureur de la Cour pénale internationale, permettent, je crois, depuis le début 2024, de contrer le récit du terrorisme que les États occidentaux ont cherché d'abord à imposer, notamment au Conseil de sécurité. Et ce récit du terrorisme, en effet, comme on dit de nos jours, il invisibilise le principe central dans la matière en droit international, le principe central qui est celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en l'occurrence du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Donc je pense que c'est un premier point positif pour l'action militante qui peut se reposer sur ce qu'ont affirmé ces juridictions. Et dans le même temps, je signale d'emblée qu'à mes yeux, du moins, ce ne sera pas forcément l'avis de tous les juristes, à mes yeux, le travail de la Cour pénale internationale est plus fragile que celui de la Cour internationale de justice et sans doute un peu moins facile à exploiter dans une action militante. Alors, les ordonnances de la Cour internationale de justice, évidemment, n'ont pu que décevoir les Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie, puisque le droit a été dit, mais sans conséquences pratiques. Et ceci n'est pas nouveau pour eux, puisque comme l'a écrit Ilan Pappé à propos de la première ordonnance, celle du 26 janvier 2024, je le cite, « Cela fait longtemps que les actions symboliques n'impressionnent plus les Palestiniens ». Donc évidemment, c'est tout à fait insuffisant. Mais l'aggravation de la situation à Gaza et l'émergence de la thématique du génocide rend cette réalité internationale plus insupportable encore. Cette réalité internationale qui fait que le droit applicable n'est pas appliqué en raison du soutien inconditionnel apporté à Israël par ses alliés occidentaux. Bon, donc il ne s'agit pas ici, dans cette intervention, de convaincre les victimes immédiates des crimes qui sont commis de l'intérêt du droit international, qui a été dit dans cette séquence, mais de voir comment, tout de même, ce droit international, et le fait qu'il soit dit par des juridictions, peut contribuer à terme à transformer le réel. Et à cet égard, je voudrais souligner que ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est crucial en droit international, s'est construit contre les puissances occidentales.
Donc il est normativement très puissant, mais il a toujours été difficile d'application, hein, puisqu'il vient des pays du Sud. Hein, c'est pas nouveau qu'il soit contré ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tout d'abord, les apports, c'est le premier temps, les apports de la Cour internationale de justice, ce que ça peut apporter pour l'action de soutien à la cause palestinienne. Alors je reviens sur cette actualité judiciaire. Comme vous le savez, la Cour internationale de justice a été saisie le 29 décembre 2023 par un État, l'Afrique du Sud, contre Israël sur la base de la Convention sur le génocide. Alors c'était quand même un peu une surprise et je dois dire qu'il faut saluer le courage de l'Afrique du Sud parce que c'était sans doute pas évident de mener cette action. Et cette saisine par l'Afrique du Sud, l'excellent mémoire de l'Afrique du Sud présenté devant la Cour internationale de justice ont donné lieu finalement à 3 ordonnances de la Cour internationale. Ça, c'est le premier aspect de cette activité de la Cour internationale de justice dans le cadre de ce contentieux opposant l'Afrique du Sud à Israël. Mais la Cour internationale de justice, en 2024, elle a également tenu, en février 2024, des audiences sur une demande d'avis formulée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2022. Hein, et ça, c'était aussi intéressant à observer. Et même si l'avis n'est pas encore rendu, il le sera probablement cet été, et ce sera un avis très important. Et puis enfin, la Cour internationale de justice a été saisie par le Nicaragua, comme vous le savez, contre l'Allemagne, hein, en mars 2024. Et là, il s'agissait du soutien à l'offensive israélienne à Gaza par l'Allemagne. Donc j'évoquerai ces différentes procédures successivement. C'est l'affaire opposant l'Afrique du Sud à Israël qui a donné lieu à la première ordonnance du 26 janvier 2024 et 2 ordonnances ultérieures. Donc cette première ordonnance de la Cour internationale de justice, rendue le 26 janvier 2024, bon, elle a pu décevoir le public, et particulièrement le public militant, mais au regard du droit international, je crois qu'on peut dire que cette première ordonnance était une sévère défaite pour Israël. Certes, la Cour n'a pas, comme le souhaitait l'Afrique du Sud, la Cour n'a pas ordonné la cessation de l'offensive israélienne, ce qui a déçu. Elle a ordonné des mesures de prévention du génocide, de prévention de l'incitation à commettre le génocide. Elle a ordonné la fourniture de l'aide humanitaire à Gaza, la conservation des éléments de preuve, et elle a exigé qu'Israël rende un rapport dans le mois à la Cour. Donc bon, ça pouvait paraître insatisfaisant, mais pour ceux qui connaissent la Cour internationale de justice, en un sens, c'était déjà beaucoup, parce que le plus important, je crois, pour les internationalistes, c'est que la Cour a reconnu que la situation à Gaza pouvait relever de la Convention sur le génocide. Et ça, c'était déjà pas évident. Et elle a aussi reconnu qu'il y avait un risque sérieux qu'un génocide soit commis. Alors la seconde ordonnance du 28 mars a réitéré les conclusions de la première ordonnance du 26 janvier et elle a ajouté à cela l'ordre donné à Israël de permettre la fourniture de l'aide humanitaire par le moyen des points de passage terrestres, hein, bon, vous connaissez tous cette thématique, des points de passage terrestres, au regard de la propagation de la famine et de l'inanition, je cite la Cour, et de coopérer à cette fin avec l'ONU, ordonne à Israël de coopérer avec l'ONU. Bon, il s'agissait ici sans doute d'un soutien, même si ce n'est pas dit directement, à l'UNRWA, qui, comme vous le savez, a été gravement attaqué juste après la première ordonnance, hein, le jour même, hein, ce qui montre l'importance qu'Israël attribuait aux conclusions de la Cour. Hein. Bon, on spécule un peu, mais enfin c'est probable que la campagne contre l'UNRWA ait été accélérée au moment du rendu de cette ordonnance, puisque bon, dans l'actualité ce jour-là, on parlait surtout de l'UNRWA comme ayant participé à des activités terroristes et pas de l'ordonnance. On ne parlait pas beaucoup de l'ordonnance de la Cour, en tout cas dans les médias français que j'ai un peu écoutés.
La troisième ordonnance de la Cour internationale de justice, c'est celle du 24 mai 2024. Celle-ci a été plus loin, en ordonnant cette fois à Israël d'arrêter immédiatement, je cite, son offensive militaire, arrêter immédiatement son offensive militaire dans le gouvernorat de Rafah, de maintenir ouvert le point de passage de Rafah, de permettre l'accès à toute commission d'enquête qui pourrait justement investiguer sur le crime de génocide et encore de présenter un rapport sur le respect de l'ordonnance. Mais évidemment, ce qui a beaucoup marqué dans cette dernière ordonnance, c'est l'ordre d'arrêter immédiatement l'offensive militaire dans le gouvernement de Rafah. Vous savez qu'il n'a pas été suivi des faits puisque de toute façon Israël avait indiqué clairement qu'il ne respecterait pas les ordonnances de la Cour, donc ce n'est pas vraiment une surprise. Donc aucune de ces ordonnances n'a eu d'impact, je dirais, pratique, d'impact immédiat sur le comportement israélien, mais elles ont, à mon avis, ça c'est à votre évaluation aussi, mais de mon point de vue, elles ont certainement transformé l'image d'Israël et pour le monde occidental, elles ont accru les protestations populaires contre les politiques de soutien à Israël. Bon, c'est pas énorme sur le terrain, mais c'est déjà pas inintéressant. Donc, ces effets diplomatiques et ces effets en termes d'image pour l'opinion publique de ces ordonnances ont été d'ailleurs bien mesurés. Je crois que c'est là qu'on voit l'importance de ces ordonnances. Ces effets ont été bien mesurés par Israël et ses alliés. Et on a, dès le départ, cherché à discréditer la saisine de la Cour par l'Afrique du Sud. Vous vous souvenez des propos du ministre français Stéphane Séjourné, réélu, à l'Assemblée nationale, qui affirmait que ce serait franchir un seuil moral que de parler de génocide ou de s'associer à l'Afrique du Sud. Donc au moment de la saisine, il y a déjà eu une réaction assez forte. Et une fois la première ordonnance rendue, il s'est agi de la relire pour réfuter l'accusation de génocide dont on pouvait se servir de ce qu'avait dit la Cour. Et ici, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'entretien qui a été accordé par l'ancienne présidente de la Cour internationale de justice, l'américaine John Donohue, qui présidait la Cour lors de la première ordonnance, qui a donc lu l'ordonnance, et qui a lu dans cette ordonnance les propos tenus par Yoav Gallant, plusieurs ministres israéliens, des propos sur l'animalité qui témoignaient de l'intention génocidaire à ce stade. Donc ça, c'était très frappant. Mais après le rendu de l'ordonnance, elle a accordé un entretien, cette présidente de la Cour, après avoir quitté ses fonctions, à la BBC. Dans cet entretien, elle affirmait que la Cour n'avait pas reconnu une affaire plausible de génocide. A plausible case of genocide. Alors ces propos qui étaient assez ambigus, parce que quand même elle rappelait ce qu'avait dit la Cour par ailleurs, ces propos très ambigus ont été évidemment immédiatement exploités par les médias, et c'est pour ça qu'ils ont été tenus de mon point de vue. Donc c'est un mensonge qu'elle a proféré, me semble-t-il. C'est un mensonge assez évident, qui pose d'ailleurs des problèmes déontologiques, parce que, bon, comment une ancienne présidente de la Cour vient donner une interprétation d'une ordonnance alors qu'elle a siégé et lu l'ordonnance en donnant une interprétation qui est contraire au contenu de l'ordonnance, c'est quand même assez étrange. C'est quand même assez rare de voir un juge faire cela. Mais surtout, je pense que c'est intéressant pour nous, c'est que cet épisode révèle la difficulté que crée pour Israël le positionnement de la Cour internationale de justice. Donc il s'agit d'ouvrir des contre-feux, et ici il s'agit de faire dire à l'ordonnance autre chose que ce qu'elle dit. Donc je vais revenir à ce propos un instant sur ce qu'est la Cour internationale de justice et sur ce qu'elle peut dire à ce stade de la procédure. Donc au stade des mesures conservatoires, la Cour internationale de justice ne peut pas dire qu'il y a génocide. Elle ne peut pas dire cela. Ça fera l'objet des débats au fond. Et ça, comme vous le savez tous, ça risque d'être assez long. Comme je le disais tout à l'heure, un participant pour la Bosnie, alors ça sera peut-être moins long, mais pour la Bosnie, l'affaire bosniaque
qui reposait aussi sur la Convention génocide. Les mesures conservatoires ont été ordonnées en 1993 et l'arrêt au fond a été rendu en 2007. Donc il faut être patient. Hein, ça. Là, c'était très très long. Ça pourrait être plus court, parce qu'il y a des questions techniques assez complexes qui se posaient dans l'affaire Bosniaque. Il y en a peut-être moins dans cette affaire-ci. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit rendu cet été, c'est clair. Hein. Donc il faut utiliser ce qu'on a déjà. D'autant plus que l'arrêt au fond serait peut-être plus décevant que les ordonnances. Hein. Donc ça, on ne peut pas savoir. Hein. Donc, en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que la Cour, à ce stade de la procédure, ne peut se prononcer que sur le risque que des droits protégés par la Convention, soient affectés. Elle ordonne des mesures conservatoires pour prévenir ce risque, pour protéger les droits qui semblent devoir l'être avant l'arrêt au fond. C'est ça la logique des mesures conservatoires, tout comme les mesures conservatoires en droit interne. C'est la même chose. Et c'est bien ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il y avait un droit plausible des Palestiniens de Gaza de ne pas subir de génocide. C'est-à-dire que le groupe palestinien de Gaza relève de la Convention génocide, leurs droits sont mis en péril, il y a un risque urgent. Donc c'est déjà, si vous voulez, beaucoup. Et donc, de dire qu'il n'y a pas d'affaire plausible de génocide, certes, la Cour ne dit pas cela explicitement, elle n'emploie pas cette formule, mais dès lors qu'elle dit que les droits, il y a des droits plausibles, il y a un droit plausible des Palestiniens d'être protégés par la Convention génocide, et que ce droit fait l'objet d'un risque sérieux et immédiat, qu'il y a urgence, on est bien dans la même logique que cette idée d'affaire plausible de génocide. Donc ce qu'a dit la présidente de la Cour est grosso modo faux. Et d'ailleurs, il est évident que si la Cour n'avait pas estimé qu'il y avait un risque de génocide, elle n'aurait pas pris de mesures conservatoires. Donc les mesures conservatoires sont nécessairement basées sur l'idée qu'il y a un risque pour la population de faire l'objet d'un génocide. Donc une affaire plausible de génocide. J'insiste un peu sur ce point parce que même les médias français ont repris, je me souviens d'un interview de Rima Hassan par je ne sais plus qui, je ne sais plus sur quelle chaîne, je ne regarde pas trop les médias français, mais précisément on lui présentait ces propos de la présidente de la Cour internationale de justice. Donc c'est récurrent, c'est quelque chose qui a été vraiment utilisé pour contrer les faits de l'ordonnance de la Cour. Et je dirais qu'on peut aller plus loin, puisque plusieurs juges de la Cour internationale de justice, dans leurs opinions individuelles, puisqu'ils peuvent émettre des opinions individuelles qui sont jointes à la deuxième ordonnance, plusieurs juges, le juge Salam, le juge Youssouf, ont affirmé qu'à leurs yeux, il y avait déjà des actes de génocide caractérisés. Donc si vous lisez leurs opinions individuelles accessibles sur le site de la Cour, annexées à la deuxième ordonnance, on voit que certains juges sont déjà convaincus qu'il y a des actes de génocide. Pour présenter un peu la Cour internationale de justice, c'est une juridiction ancienne qui, je dirais, contrairement à la CPI sur laquelle je vais revenir, a une forte légitimité. C'est l'organe judiciaire principal des Nations Unies, donc c'est un organe des Nations Unies, elle n'est pas contestée. Elle ne juge que des différends entre les États, donc il n'est pas question de pénal ou d'individus, ce sont les États qui sont jugés devant la Cour internationale de justice. Et la Cour internationale de justice est assez respectueuse des États et de leur souveraineté. Ça ne fonctionne pas du tout comme ce qu'on voit à la Cour pénale internationale. Les procédures devant la Cour sont longues, j'ai donné l'exemple de la Bosnie, avant que l'on puisse aboutir à un arrêt au fond, puisque ce sont deux États qui s'opposent et l'État défendeur va soulever toute une série d'exceptions préliminaires et d'éléments avant que la Cour ne puisse statuer sur le fond. C'est assez classique. Alors ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'un État ne peut être attrait devant la Cour internationale de justice, et ça c'est très différent du droit interne. Un État ne peut être attrait devant la Cour internationale de justice que s'il a accepté sa juridiction. Si vous voulez, en droit international,
ça ne va pas de soi d'aller devant un juge international. On ne va pas de force devant un juge international. Précisément parce qu'on considère que dire le droit, ça a un effet extrêmement important. Même si le droit n'est pas appliqué, le fait qu'un tiers, comme le juge le dise, a un impact énorme sur les États. C'est ce qu'on considère en droit international. Et d'ailleurs, on estime parfois que le simple fait de dire le droit, alors vous allez peut-être être choqués, mais le simple fait de dire le droit au détriment d'un État, c'est une forme de réparation. C'est ce qu'on appelle la satisfaction. Alors, c'est pas la seule, mais parfois c'est la seule. Donc il faut bien comprendre que dire le droit à l'encontre d'un État, c'est un acte extrêmement puissant dans le système judiciaire international. Même si on ne le fait pas appliquer. Même c'est la même chose devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc je ne vais pas parler aujourd'hui. Quand on constate un manquement d'un État devant la Cour européenne des droits de l'homme, la simple constatation de ce manquement est parfois une forme de réparation suffisante. C'est considéré comme une satisfaction. L'État a violé le droit, et qu'une juridiction internationale le dise, ça a un impact énorme en droit international. Bon, voilà, c'est évidemment, pour ceux qui connaissent le droit interne, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, et c'est tout à fait insatisfaisant, mais il faut bien avoir ça à l'esprit pour comprendre l'importance, notamment des ordonnances. Et les raisons pour lesquelles, même si elles ne sont pas appliquées, on ouvre un contre-feu immédiat pour qu'elles ne soient pas lues ou utilisées. Il y a plusieurs moyens d'accepter la juridiction de la Cour. Dans l'affaire qui oppose l'Afrique du Sud à Israël, c'est donc cette fameuse convention sur le génocide de 1948 qui permet de saisir la Cour, parce que cette convention, elle comprend une disposition ou une clause qu'on appelle une clause compromissoire, qui réalise en quelque sorte un compromis qui permet à tous les États partis à la Convention sur le génocide de saisir la Cour ou d'être attraits devant la Cour. Sauf s'ils ont fait une réserve à cette clause compromissoire. C'est ce qu'a fait, par exemple, ce qu'ont fait les États-Unis. Et c'est pourquoi on ne peut pas les attraire sur la base de la Convention génocide. C'est probablement pourquoi, même si je ne connais pas, je n'ai pas discuté avec les diplomates du Nicaragua, mais c'est probablement la raison pour laquelle ils ont agi contre l'Allemagne et pas contre les États-Unis, parce que contre les États-Unis, ils ont fait une réserve à la Convention génocide sur la compétence de la Cour, donc on ne peut pas saisir la Cour. Vous voyez, voilà. La France n'a pas fait de réserve, je le signale au cas où ça pourrait intéresser. La France n'a pas fait de réserve. L'affaire sur laquelle je reviendrai, qui oppose Nicaragua-Allemagne, la base de compétences, elle est plus large. Parce que ces deux États ont accepté, excusez-moi, c'est un peu technique, mais je pense que c'est important aussi d'avoir les informations pour vous. Ces deux États ont fait ce qu'on appelle la déclaration facultative d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour. Faut s'y retrouver. Donc c'est une déclaration facultative, on n'est pas obligé de la faire, mais si on la fait, on accepte la juridiction obligatoire de la Cour. Article 36, paragraphe 2 du statut de la Cour internationale de justice, pour tous les différends à venir. Et dès lors que l'autre État avec lequel vous êtes en différend a aussi fait cette déclaration facultative d'acceptation de la juridiction de la Cour. Alors, en l'occurrence, Nicaragua, Allemagne ont tous les deux fait cette déclaration. Ça permet au Nicaragua d'invoquer d'autres normes que la Convention génocide. Par exemple, je cite l'ordonnance de la Cour qui précise que pour le Nicaragua, je cite, l'Allemagne a manqué et continue de manquer à ses obligations conventionnelles, c'est-à-dire découlant de traités, et coutumières, découlant du droit coutumier, y compris celle de faciliter la réalisation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, et d'y coopérer en fournissant à Israël une aide, et en particulier du matériel militaire, qui est utilisé pour dénier ce droit au peuple palestinien, et qui en outre contribue à l'imposition et au maintien d'un régime d'apartheid. Donc vous voyez, ici on sort de la Convention génocide, pour dire l'aide militaire apportée par l'Allemagne, non seulement éventuellement viole l'obligation de prévenir le génocide, mais aussi viole l'obligation de contribuer à l'autodétermination du peuple palestinien et, je dirais, en quelque sorte, au démantèlement d'un régime d'apartheid. Par exemple, le Nicaragua n'aurait pas pu agir contre les États-Unis ou contre la France
sur cette base-là, parce que ni les États-Unis et la France ont retiré leur déclaration facultative d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour. Et ça, c'est un point, je pense que j'avais fait un petit séminaire pour les Verts et quelqu'un m'avait demandé qu'est-ce qu'on pourrait demander au niveau international. J'ai dit, demander que tous les États refassent cette déclaration facultative d'acceptation de je ne sais plus où j'en suis, la compétence obligatoire de la Cour. Parce que les États qui prétendent respecter le droit international et qui ont retiré leur déclaration, c'est quand même pas très satisfaisant. Les États-Unis l'ont retiré pendant l'affaire Nicaragua, et la France pendant l'affaire, juste après que la Cour ait été saisie sur la question des essais nucléaires. Pour des États qui se présentent comme démocratiques et respectant le droit, de refaire cette déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour. Bon. Vous voyez, c'est des questions techniques, mais qui conditionnent toute l'action judiciaire. Et c'est pas technique d'ailleurs, parce que c'est très politique. On fait cette déclaration, on ne la fait pas, on la retire, vous voyez, dans des circonstances très politiques. Alors, je reviens à l'affaire Afrique du Sud-Israël. La base de compétences de la Cour ici est la seule convention génocide. C'est la raison pour laquelle, pour un certain nombre de juristes, c'était très important de crédibiliser l'hypothèse du génocide. Parce que sans l'hypothèse du génocide, on ne peut pas aller devant la Cour. Cette convention sur le génocide de 1948 permet à des États qui ne sont pas directement affectés par le génocide, c'est-à-dire que leur population ne fait pas l'objet d'un génocide, ça leur permet de saisir la Cour en cas de génocide ou de risque de génocide. C'est quand même c'est très rare en droit international qu'une convention permette à un État non directement affecté de saisir la Cour contre un État auteur d'un génocide. C'est quand même assez... Et aussi, c'est un geste rare qu'un État accepte de se charger de cette mission. C'est très rare, donc je dirais l'Afrique du Sud, il faut vraiment saluer, quelles que soient les raisons peut-être politiques, je ne sais pas, mais il faut quand même saluer ce geste parce que c'est quand même se mettre en avant et c'était pas évident. Et vous voyez la grande réticence qu'ont les États à s'associer à l'Afrique du Sud devant la Cour internationale, parce que politiquement c'est prendre un risque important quand même. Et on a quand même un précédent. Et c'est l'Afrique du Sud qui s'est montrée ici en pointe. Et ça a aussi été un élément extrêmement marquant parce que vous avez un État qui défend finalement une sorte d'intérêt général alors qu'il n'est pas directement affecté, qui porte cette affaire, c'est beaucoup plus fort. Et en plus, c'est pas le moindre État, symboliquement, c'est quand même l'Afrique du Sud, issue de l'apartheid, et qui accuse Israël de génocide. Donc c'est quand même... symboliquement, c'est extrêmement puissant. Et ça, je crois que si vous voulez, ça n'a pas d'impact immédiat juridiquement, mais c'est symboliquement très très puissant et c'est aussi ce qui a probablement beaucoup gêné Israël et ses alliés. Deuxième moment, les avis consultatifs. Je vais essayer d'aller vite. Vous avez eu, et je vous invite à les regarder, mes étudiants qui sont un peu mous n'ont pas regardé ces audiences, j'étais pas contente, mais vous avez eu des audiences en février 2024 devant la Cour internationale de justice à propos de la demande d'avis qui a été formulée par l'Assemblée générale en 2022. L'Assemblée générale des Nations unies a saisi la Cour internationale de justice d'une nouvelle demande d'avis sur, je simplifie, sur la licéité de l'occupation du territoire par Israël et les pratiques et lois discriminatoires, de manière sous-jacente, thématique de l'apartheid. Mais ça fait suite, vous connaissez tous le grand avis sur le mur de 2004, qu'un avis quand même a été extrêmement important, je pense, même si là encore il n'a pas été suivi des faits, mais il a redit, il a confirmé le droit du peuple, que la Palestine, les Palestiniens relevaient du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il a déclaré la construction du mur illégale. Il a considéré que les arguments de légitime défense d'Israël n'étaient pas pertinents. Donc ça, c'est des éléments qu'on a utilisés constamment, en fait, pour représenter le conflit, même si la Cour ne faisait que dire l'état du droit international général. Elle n'a pas inventé. Mais c'est plus facile de lire cet avis que de faire toute l'analyse du droit international, si vous voulez. Donc ce grand avis sur le mur a été très important. Et là, il y a une nouvelle demande d'avis
Donc, bon, on ne sait pas ce que ça va donner. On espère que la Cour ira dans le même sens qu'en 2004. Mais il y a eu, à l'occasion de cette demande d'avis, donc presque 15 jours d'exposés oraux de différents États devant la Cour internationale de justice. Et ça, dans le contexte de ce qui se déroule à Gaza et en Cisjordanie, moi j'ai trouvé que c'était très important, parce que là vous aviez une parole complètement différente qui s'exposait en public, hein, c'était retransmis par la chaîne des Nations Unies, c'est UN TV, mais c'était retransmis en direct, donc vous pouviez entendre la Palestine, l'Afrique du Sud, la Namibie, Monique Chemillé-Gendreau pour l'Organisation de coopération islamique. Je vous invite vraiment à l'écouter parce que son exposé oral était vraiment un modèle remarquable, mais aussi un jeune universitaire qui a plaidé pour la Ligue des États arabes, Ralph White, qui était vraiment excellent. Donc là, on était vraiment sur autre chose que ce qu'on entendait dans les médias dominants. On était vraiment sur la thématique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de l'illégalité de l'occupation, de la question de l'apartheid, avec des variations bien entendu selon les États, puisque les États-Unis aussi sont intervenus, la France, bon là, donc c'était voilà, un peu moins, je dirais, passionnant, mais néanmoins c'est intéressant de voir aussi comment ils argumentent eux. Hein. Donc là, vous aviez quand même beaucoup d'États du Sud qui venaient contrer le récit dominant dans les médias occidentaux. Alors bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont regardé peut-être, mais c'était quand même intéressant. Alors, il faut attendre cet avis, il sera rendu plus vite que l'arrêt au fond sur génocide. Normalement, il devrait être rendu cet été. Et si la Cour suit l'argumentaire des États, je dirais, progressistes ou qui insiste sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle pourrait dire qu'Israël, que l'occupation est illégale et que la conséquence, c'est qu'Israël doit se retirer immédiatement, et sans condition. C'était d'ailleurs tout l'enjeu de la plaidoirie, de l'exposé oral de Monique Chemillé-Gendreau, c'est-à-dire le retrait sans condition. C'est-à-dire se retirer sans attendre des négociations, qui d'ailleurs n'ont pas lieu. Hein. C'est ce que dit très très bien dans son exposé oral Monique Chemillé-Gendreau. J'y fais référence beaucoup, mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup impressionné. Il est très clair, il est passionnant, il a beaucoup de brio, mais sans excès. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et elle dit ce n'est pas négociable. Plusieurs fois. Et j'aime bien cette formule parce qu'elle est à la fois, elle renvoie à une réalité juridique internationale, mais aussi au langage commun. Ce n'est pas négociable. Il n'est pas vraiment question dans cette demande d'avis du génocide. Hein, c'est beaucoup plus large. La Cour se prononce là sur l'ensemble du droit applicable, pas seulement Convention génocide, sur l'ensemble des territoires occupés, donc pas seulement Gaza comme pour l'affaire opposant Afrique du Sud à Israël, et sur le temps long, c'est-à-dire depuis 1967 dans la question posée, et dans leurs exposés oraux, certains États sont même revenus plus avant, hein, c'est-à-dire que par exemple, la Norvège est revenue sur l'admission aux Nations Unies de l'État d'Israël. Le collègue qui a plaidé pour la Ligue des États arabes est revenu sur les conditions d'émergence de l'État d'Israël, ce qui m'a pas mal surpris. Donc on est parfois revenu même avant 1967. Bon, je ne sais pas si la Cour ira jusque-là, puisque la demande d'avis c'est 1967, mais donc là, si vous voulez, ça va être normalement, s'il est positif, ça peut nous donner quand même des éléments extrêmement puissants. Donc il faudra vraiment suivre ce que dit la Cour dans cet avis consultatif qui sera rendu très vite. Le troisième moment, sur l'affaire Nicaragua contre Allemagne, là c'est une affaire extrêmement intéressante aussi, puisqu'elle porte sur la responsabilité des alliés d'Israël. Et c'est quand même bien ça le problème majeur. Hein. Bon, alors on ne peut pas saisir contre les États-Unis, mais l'Allemagne c'est déjà pas mal, puisque j'ai cru comprendre que c'était le deuxième fournisseur d'armes. Enfin, vous savez ça mieux que moi. Hein, donc c'était très bien, et je pense que l'Allemagne a été vraiment très embarrassée par cette procédure. Là c'est Nicaragua qui agit contre l'Allemagne en disant que l'Allemagne ne respecte pas l'obligation de prévention au génocide ou l'obligation de ne pas s'associer au génocide. Alors cette procédure, elle est permise par les ordonnances antérieures. C'est bien parce que la Cour a dit qu'il y avait un risque de génocide que le Nicaragua peut faire ça. Donc vous voyez, premier effet de l'ordonnance, quand même. Ça permet au Nicaragua de saisir la Cour sans être balayé immédiatement, hein, d'invoquer la complicité ou le défaut de prévention de l'Allemagne.
Alors l'ordonnance, elle n'est pas très satisfaisante parce qu'il n'y a pas eu de mesure conservatoire adoptée. Elle est brièvement motivée. Je pense que la Cour était assez embarrassée parce que bon, mais elle dit quand même. Je pense que quand on lit l'ordonnance, on voit que ce qui a conduit la Cour à ne rien ordonner, c'est que l'Allemagne a fait valoir qu'elle avait diminué son aide militaire et que certes elle avait définancé l'UNRWA, mais qu'elle finançait par d'autres moyens l'aide à Gaza. Hein, bon. On en pense ce qu'on veut, mais c'est néanmoins ce qui a fondé, je pense, la décision de la Cour. C'est ce que dit la Cour. Elle reprend ces arguments de l'Allemagne. Ce qui veut dire que si l'Allemagne n'avait pas dit ou fait valoir qu'elle avait diminué son aide militaire et continué à financer, la Cour aura probablement pris des mesures conservatoires. C'est-à-dire pour d'autres États qui n'ont pas fait cela, on peut penser que la Cour a pris des mesures conservatoires. Et par ailleurs, parce que moi j'étais un peu déçue, mais mes collègues m'ont dit non, c'est bien quand même cette ordonnance, parce que la Cour, contrairement à ce qu'a demandé l'Allemagne, n'a pas décidé de rayer l'affaire du rôle. Hein, c'est-à-dire qu'elle considère qu'au fond, l'affaire peut continuer pour aller au fond, et pour que la responsabilité de l'Allemagne pour complicité ou défaut de prévention soit engagée éventuellement par la suite. Hein, donc l'Allemagne, c'est pas fini pour l'Allemagne en quelque sorte. Et bon, évidemment, peut-être à la fin, il n'y aura pas d'arrêt au fond en considérant que la responsabilité de l'Allemagne est engagée, mais ça fait quand même une forme de pression sur l'Allemagne. Je pense que la diplomatie allemande regarde ce que fait la Cour et ne devrait pas pouvoir accroître, je dirais de manière exponentielle, son aide militaire. Hein, vous voyez, l'effet, il n'est pas immédiat, mais il est susceptible d'être là tout de même. Quand même un point sur la spécificité de la CIJ par rapport à la CPI. Premier point, vous voyez que la Cour internationale de justice, elle statue sur la responsabilité de l'État d'Israël, pas des dirigeants, de l'État. Et si elle statue au fond, dans l'affaire génocide, ce qu'elle peut faire, c'est d'abord ordonner la cessation de l'illicite, bon ça sera évidemment trop tard, mais elle peut ce qu'elle peut faire, c'est ordonner des réparations. Et bon, c'est pas super les réparations, mais je vous signale qu'en ce moment, il n'est même pas question de réparation. On dit bon bah Gaza va être reconstruite, comment on dit jamais Israël doit payer. Or, quand vous commettez un acte illicite, la première des conséquences en droit international, c'est la réparation. Donc il ne faut pas oublier que dans cette procédure, Israël peut être tenu de réparer les dommages causés. Alors on ne réparera jamais les morts, évidemment, hein, mais déjà les dommages matériels, hein, et puis il y a diverses formes de réparation, je n'ai pas le temps de développer. Mais ça c'est un point important. Si la Cour est dans la même logique qu'en 2004, elle va dire qu'Israël doit se retirer, comme je l'ai évoqué, sans condition, sans négociation. Deuxième point que je voudrais souligner s'agissant de la spécificité de la CIJ, vous voyez, ce sont les États du Sud qui agissent contre Israël, ou ses alliés, Allemagne, soit dans un différend bilatéral, deux États, soit par le moyen de l'Assemblée générale qui formule une demande d'avis. Hein. Donc, ce qui signifie que c'est d'abord c'est à sens unique, one-sided. Hein. Israël ne peut pas agir contre la Palestine devant la CIJ, puisqu'elle ne reconnaît pas la Palestine comme un État. Hein. Donc, voilà. Deuxième observation, la Cour ne veut pas non plus se saisir du comportement des acteurs palestiniens. Elle n'a pas la compétence pour le faire. Donc c'est one-sided. Et ça, c'est utile. Donc c'est une instance, la Cour internationale de justice, qui ne peut pas mettre en équivalence. Elle ne peut pas mettre en équivalence Israël-Palestine. Et en plus, elle est sollicitée par les États du Sud qui ont un positionnement favorable à la Palestine. Elle ne peut donc pas, à mon avis, la Cour internationale de justice, elle ne peut pas s'associer structurellement au discours occidental. Donc voilà, c'est quand même intéressant. C'est bien différent s'agissant de la CPI. Donc le deuxième point, c'était CPI. Les annonces récentes du procureur de la CPI. Alors, bon, bien sûr, certains se sont réjouis, et il faut se réjouir, je pense, des annonces de mandat d'arrêt contre les dirigeants israéliens, Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant.
faites par le procureur de la Cour pénale internationale, et s'ils sont délivrés, parce qu'ils ne sont pas encore délivrés, hein, s'ils sont délivrés, ces mandats vont évidemment les gêner dans leurs déplacements internationaux. Peut-être ils seront arrêtés, bon, mais en tout cas, ça va les gêner. Hein. Ça les gêne déjà, d'ailleurs, j'entends dire que les militaires israéliens hésitent à se déplacer dans certains pays. Bon, donc voilà. Et ça met aussi en difficulté les diplomaties européennes. Ça va être, puisque les États européens sont partis au statut de Rome, au statut qui crée la Cour pénale internationale. Pas les États-Unis, mais les États européens. Donc si Benjamin Netanyahou vient en France, la France va avoir un gros problème. Bon, il ne viendra pas, c'est clair, à mon avis. Hein, Yoav Gallant non plus. Le travail de la CPI, je pense, doit quand même être examiné avec prudence. Et les annonces du procureur me semblent moins favorables à la cause palestinienne. Pourquoi? Je vais très vite, parce que contrairement à la CIJ, ici on a une mise en équivalence entre Israël et les combattants palestiniens. Et cette mise en équivalence, me semble-t-il, dans les annonces du procureur du 20 mai 2024, si mes souvenirs sont bons, cette mise en équivalence, elle est sciemment organisée. Bon, c'est moins pire que les déclarations antérieures du procureur, parce qu'avant c'était vraiment horrible ce qu'il disait. Là c'est un peu mieux, mais on a quand même une mise en équivalence sciemment organisée, et ça a été critiqué par certains analystes palestiniens, comme both sidism, hein, mise en équivalence. Alors, dans ces annonces qui précisent le contenu que le procureur espère des actes d'accusation, des mandats d'arrêt, vous avez les actes du 7 octobre et les prises d'otages qui sont considérées comme des crimes de guerre, et s'agissant du 7 octobre, des crimes contre l'humanité. Et puis vous avez la riposte israélienne qui est considérée aussi comme comprenant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Hein, donc on a le même type d'accusation dans les deux cas. Et en plus, bon, en lisant l'annonce du procureur, on voit que l'offensive israélienne depuis le 9 octobre est présentée comme une riposte. Donc elle est extraite du temps long, hein, de l'oppression. Il est présenté comme une réaction à un acte gravement illicite des groupes armés palestiniens. Une réaction en quelque sorte légitime sur le principe, mais criminelle parce que disproportionnée. Donc pour moi, le discours qui se déploie dans la Cour ne correspond pas à la réalité des faits et peut tout à fait accompagner sans grand problème le discours occidental. Ce qui est vraiment frappant dans cette annonce du procureur, c'est qu'il n'invoque même pas l'accusation de génocide. Hein, c'est impressionnant. Alors qu'on a eu ces ordonnances de la Cour, il n'y a rien sur le génocide. C'est tout à fait, à mon avis, significatif. Même si son positionnement pourrait évoluer, techniquement, il peut compléter son enquête et demander de nouveaux mandats d'arrêt s'agissant du génocide. Alors, je reste sceptique. Pourquoi? C'est lié à la nature de cette institution. La CPI, ce n'est pas les Nations Unies. La CPI, c'est une organisation internationale autonome de celle des Nations Unies, qui est moins reconnue, qui est plus fragile, puisque seuls 124 États, contre les 193 membres des Nations Unies, 124 États participent à cette organisation, qui a été créée en 1998. Elle est contestée par un certain nombre d'États. Et même pour les États du Sud qui participent à la CPI, leur marge de manœuvre est quand même beaucoup plus faible que devant la Cour internationale de justice. Parce que tout dépend finalement de l'évaluation par le procureur des situations. Et ça a été bien montré dans l'affaire Limavi Marmara, que vous connaissez sans doute. C'était l'affaire relative à la flottille humanitaire attaquée par Israël en haute mer en 2010. Et là, vous aviez l'État des Comores qui a essayé de faire enquête, qui est parti au statut de Rome, qui a essayé de susciter l'enquête du procureur, parce que l'attaque s'était produite notamment sur un de ses navires. Donc techniquement, il pouvait tout à fait le faire, mais le procureur, dès le départ, a dit non, mais c'est pas assez grave, moi je peux pas enquêter là-dessus. Les juges se sont opposés, ça a donné lieu à un bras de fer de plusieurs années, mais finalement le procureur n'a pas accepté d'enquêter sur cette affaire qui était indirectement évidemment liée à Gaza. C'est une grosse responsabilité de la part du procureur que de n'avoir pas enquêté. D'autre part, depuis 2009, il est saisi par la Palestine elle-même, et finalement il n'a ouvert une enquête qu'en 2021.
Donc ça fait 12 ans. Et des mandats d'arrêt que maintenant, 15 ans. Donc, bon, on est un peu sceptique, voilà. Bon, ceci dit, c'est bien qu'il l'ait fait maintenant. Mais il faut quand même rappeler qu'il a toujours été réticent, qu'il était sur la Palestine. Alors on nous dit maintenant, oui, mais il est sous une pression énorme. Il l'a dit lui-même, et puis il y a des enquêtes sur les pressions qu'a subi Fatou Bensouda. Tout à fait, il y a même eu des sanctions de la part des États-Unis. On va pas du tout le nier, mais ça montre que cette institution est beaucoup plus fragile, parce qu'on peut faire pression sur un procureur, qui est peut-être l'objet aussi d'une élection politique, et qui est plus facilement susceptible de céder à des pressions que les Nations Unies. Et le débat est beaucoup moins ouvert devant la CPI. On ne sait pas trop ce qui se passe, en fait, ce que fait le bureau du procureur, on ne sait pas trop. Voyez ? Donc c'est quand même une institution beaucoup moins ouverte et beaucoup plus fragile, à mon avis. Enfin, dernier point qu'il faut relever, quant à mon scepticisme, c'est que depuis l'intervention russe en Ukraine, les États-Unis ont décidé de jouer un rôle. D'abord, ils se sont opposés à la CPI, ils ne font pas partie du statut de Rome, mais depuis l'intervention russe en Ukraine, ils ont beaucoup investi la CPI. Parce qu'ils ont voulu aider la CPI, tout d'un coup, c'est bizarre, dans ces enquêtes contre la Russie. Donc ils sont très très présents, comme je dirais passagers clandestins, puisqu'ils ne font pas partie du statut de Rome, mais ils collaborent aux enquêtes. Je dirais même qu'ils sont sans doute leaders dans ces enquêtes. Je ne suis pas à l'intérieur, donc je ne sais pas, mais j'ai l'impression. Donc ça veut dire qu'ils ont tout leur réseau de coopération à l'intérieur de la CPI. Bon, forcément, ça a un impact sur l'affaire Palestine. Donc ils jouent de l'extérieur et ils jouent aussi de l'intérieur, même s'ils ne sont pas officiellement à l'intérieur. Donc voilà, il faut quand même être... Et vous voyez d'ailleurs le procureur, dans ses annonces, il dit qu'il s'est reposé. Alors ça c'est peut-être une démarche, je dirais, intelligente politiquement, je ne sais pas, mais il dit qu'il est soutenu par un panel d'experts. Vous regardez le panel d'experts, ils sont tous anglo-saxons. Il n'y a pas un Africain du Sud là-dedans. Non, mais c'est peut-être bien, parce que soi-disant, ça va convaincre les États-Unis, le Royaume-Uni, même fois, je ne sais pas si c'est... Moi, je pense qu'il aurait mieux valu s'appuyer sur un panel beaucoup plus large d'experts. Quand on voit la qualité de l'équipe de l'Afrique du Sud, avec des grands universitaires, des grands plaideurs, je trouve que c'est presque contre-productif de s'être appuyé sur un panel d'experts anglo-saxons. Quand on regarde l'annonce du procureur, c'est pas tellement développé et ça peut évoluer, mais il nous dit que le conflit Israël-Hamas est un conflit interne. Alors là, j'avoue qu'on n'a pas compris, les internationalistes. J'ai échangé avec quelques collègues. D'abord, juste un mot, pour poursuivre les crimes de guerre, il faut identifier quelle est la nature du conflit. Parce que ce n'est pas les mêmes normes qui s'appliquent dans un conflit interne et dans un conflit international. Pour simplifier, dans un conflit international, les normes sont plus protectrices des droits des personnes et des combattants. Par exemple, dans un conflit purement interne, les insurgés ne jouissent pas du statut de prisonnier de guerre, contrairement à ce qu'il en est dans un conflit international, où les combattants jouissent du statut de prisonnier de guerre, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être poursuivis pour avoir participé au combat. Ils peuvent être poursuivis s'ils ont commis des crimes de guerre, mais ils ne peuvent pas être poursuivis pour combattre. Par contre, dans un conflit interne, si on est dans un conflit interne, je dirais simple, les insurgés peuvent être poursuivis par l'État pour avoir combattu. Ce sont en quelque sorte des gens hors la loi, des bandits, vous voyez, ils ne sont pas du tout protégés par le droit de la guerre. Ils ne jouissent pas du statut de prisonnier de guerre. Donc c'est important. En général, il faut qualifier le conflit pour savoir quelle norme va s'appliquer. Et ici particulièrement, puisque le procureur évoque le crime d'organisation de la famine. Si vous regardez le statut de Rome, la famine comme arme de guerre, c'est interdit dans les conflits internationaux, pas internes. Alors, mon mari, qui a l'esprit très mal tourné, qui est au fond de la salle, là-bas, m'a dit « Mais tu ne crois pas qu'il a fait exprès parce que, finalement, son accusation de famine ne va pas fonctionner, puisque si c'est un conflit interne, le statut de Rome ne le prévoit pas dans un conflit interne. » Bon, je ne crois pas que ça va jusque-là, mais bon, je peux me tromper. Je crois que c'est une grossière, enfin, sans doute une erreur, mais quand même, elle est considérable. Mais surtout, ce qui est embêtant, c'est que cette position
codification du conflit comme interne, c'est pas un détail, parce que nous, on ne comprend pas, internationaliste, parce que les Nations Unies estiment que Gaza est un territoire occupé par Israël. Dès lors, Gaza relève du conflit, du droit des conflits armés internationaux, le droit de l'occupation militaire, soit parce que l'État occupant s'y oppose à un mouvement de résistance organisé. On ne peut pas dire qu'on ne soit pas en présence d'un mouvement organisé. Soit parce que l'État s'oppose à un mouvement de libération nationale. Hein, soit on se réfère aux conventions de 48 qui parlent du mouvement de résistance organisée, soit au protocole additionnel 1 de 1977 qui parle de mouvement de libération nationale et qui considère que tous ces combattants, dans les deux cas, ces combattants sont des combattants légitimes qui doivent jouir du statut de prisonnier de guerre. La thèse du conflit interne, à mon avis, elle n'est pas soutenable en droit international. Je ne comprends même pas comment le procureur peut l'avancer, sauf parce qu'il s'agit de dégrader spécifiquement la résistance palestinienne de Gaza. Il s'agit de montrer qu'on est en présence d'un État légitime qui agit contre des combattants non protégés. Enfin, je pense que c'est ça. Ou alors le procureur connaît tellement, parce que je pense que c'est un juge, c'est un juriste de droit interne, il connaît tellement peu, et ça arrive, hein, il connaît tellement peu la logique du droit humanitaire ou du droit des conflits armés internationaux qu'il n'a même pas réalisé. Enfin, à ce niveau de responsabilité, ça m'étonnerait, d'autant plus qu'il a un panel d'experts anglo-saxons qui l'a aidé. Voilà. Donc, je m'arrête là en vous disant qu'il faudra bien regarder cette histoire de caractérisation du conflit pour voir comment s'annonce la description, le récit du conflit devant la CPI. Merci beaucoup. Bravo.